C'est avec le plus grand intérêt que nous allons écouter, ne pouvant pas le faire avec notre collègue Valerio Gigliotti, que des circonstances personnelles empêchent de nous rejoindre, mais qui assurait sa contribution pour les actes. C'est avec le plus grand intérêt que nous allons écouter M. Florent Garnier, qui est professeur d'histoire du droit à l'Université de Toulouse en Capitole, justement sur Cujas à l'Université de Toulouse depuis le XVIIIe siècle. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes plus vifs remerciements aux organisateurs, à vous, Monsieur le Professeur, Dario Mantovani, à Xavier Prévost également et Alexandra Gottli, de votre aimable invitation. Les juristes se singularisent-ils, voire s'affirment-ils en distinguant ce qui est grand ou ce qu'ils considèrent comme tel? Dans la production éditoriale juridique en France au XXe siècle, un intérêt est exprimé pour la sélection de textes, particulièrement d'arrêts. L'entreprise d'Henri Capiton de proposer les grands arrêts de la jurisprudence civile en 1934, en supplément à son cours élémentaire de droit civil français, est suivie 4 ans plus tard par l'initiative de Georges Jacomet pour les grands arrêts de la jurisprudence criminelle. Dans les années 1950 à 1970, la publication des grands arrêts se développe avec la jurisprudence administrative, commerciale, financière, du droit du travail, de l'urbanisme ou encore de l'assurance. Dans les années 1990 à 2000, c'est au tour du droit de l'audiovisuel, du droit des affaires, de la Cour européenne des droits de l'homme ou encore de la propriété intellectuelle. Le goût pour le grand se développe et son champ s'élargit. Voici alors les grandes décisions du Conseil constitutionnel, les grands textes, les libertés et des droits fondamentaux, ou bien du droit international pénal, les grands avis du Conseil d'État, ou bien de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Voilà encore le dictionnaire des grandes œuvres juridiques, ainsi que les grands discours de la culture juridique. De manière commune, ces différentes entreprises éditoriales procèdent à une sélection de textes, dans un souci pédagogique, d'instruments de travail, ou encore pour proposer des repères et mettre en lumière quelques moments juridiques. Ce travail, individuel ou collectif, explicite alors, plus ou moins, les choix opérés. Est alors grand ce qui, pour les responsables éditoriaux, est considéré habituellement comme tel. Ce sont ainsi certains membres d'une communauté, celle généralement des universitaires, qui établissent cette reconnaissance, qui apprécient et distinguent au sein d'une masse documentaire. Cette forme éditoriale, qui n'est pas nouvelle, est l'un des modes de connaissance du droit que les juristes partagent, que les juristes entendent partagent. Sans doute, cela peut faire partie de leurs rites et de leurs pratiques formelles spécifiques, comme l'Aurélie Fontaine a pu les analyser. Elle invitait alors à considérer, je cite, une société particulière, une communauté qui fait le grand juriste. Là aussi, un choix intervient pour distinguer parmi les membres de cette communauté. Certains s'y sont essayés. En 1913, Cujas fait partie des 26 noms retenus dans The Great Jurists of the World. Plus tard, Philippe Mallory, qui est évoqué par Corinne Leveleux-Texera, a évoqué ces grands juristes dans les mélanges Dragot. Cujas apparaît dans une liste de 18 noms. Si Mallory concédait que la part de subjectivité est inévitable, il proposait, bien que cela lui apparût insuffisant, et finalement pour les écarter, des critères objectifs, sorte de, je le cite, de signes extérieurs de grandeur. Il mentionnait ainsi l'existence d'une statue, d'une rue, ou encore le nombre de publications de l'auteur. Philippe Mallory admettait que, je le cite toujours, tout cela n'est pas sérieux. Il en va de même de leur présence dans les dictionnaires français et étrangers de biographie. Cujas se classait ainsi en 3e position, derrière Justinien et Bonaparte, devant Gratien, Savigny, et se détachant nettement d'Aubry-Hérault, de De Molombe et de Yering. 2 caractères empreints de subjectivité étaient en définitive proposés par Mallory. D'une part, une grandeur durant leur vie et une gloire éphémère après leur mort. Et d'autre part,
leur engagement religieux. Cujas est le seul juriste d'origine toulousaine qui soit ainsi distingué. Ces critères pourraient être également appliqués à d'autres juristes toulousains, notamment Maurice Oriou. Notre propos n'est pas de proposer de nouveaux critères. Il est davantage de comprendre la mise en récit de l'histoire qui lie Cujas à Toulouse et à son université, en s'intéressant aux acteurs qui ont mobilisé cette figure du droit. À considérer en effet en première analyse la présentation institutionnelle actuelle de l'université Toulouse-Capitole et son site internet, tout simplement. La référence à Cujas est noyée et ténue dans une évocation du XIVe siècle à la Révolution. Au début du XXe siècle, dans l'histoire racontée de la faculté de droit de Toulouse par le doyen Antonin Deloum, Cujas prend place aux côtés des doctores Tolosani, dont Arnaud Harpadel, qui enseigna pendant plus de 35 ans à Toulouse, et Guillaume de Ferrières, pour la fin du XIIIe siècle. Il fait partie des juristes célébrés, comme Antoine de Martre, premier professeur titulaire de la chaire de droit français, ou encore François de Boutaric. Il est aujourd'hui associé à Maurice Oriou et Gabriel Marty, pour former une sorte de triade juridique. Dans les différentes écritures de l'histoire de l'Université de Toulouse, la distinction de ces juristes repose sur une construction, soit de leurs contemporains, soit le plus souvent de leurs épigones. Il s'agit de manière quasi exclusive du regard qu'une institution porte sur elle-même, d'un discours officiel ou encore de la parole d'une autorité académique. Interroger la fabrique locale du grand juriste consiste à saisir ces discours au sein d'un processus de sédimentation dans le temps, nourri par divers acteurs, ainsi que des moments particuliers de mobilisation d'une figure du passé. Ces artisans de mémoire contribuent à le dissocier d'autres personnalités, à le distinguer par son rôle, à lui donner une stature ancrée dans le local, mais qui dépasse ce cadre pour que le juriste, ainsi distingué, soit considéré comme grand. C'est aussi possiblement pour des acteurs locaux prendre place dans une généalogie de juristes, d'un savoir ou d'une méthode juridique en s'inscrivant dans le sillage du juriste ainsi célébré. Dimension locale et approche historiographique sont liées et se complètent ainsi l'une l'autre. Et les communications demain de Géraldine Casals et d'Anne-Sophie Chambost nous le montreront aussi. Du XVIIIe siècle à nos jours, quelle est donc la place faite à Jacques Cujas, là où il est né, là où il a fait ses études de droit, là où il a commencé à enseigner et là où il n'a pas été recruté? En première analyse, un tel parcours n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est parce qu'il fut grand ici et ailleurs, et reconnu comme tel en d'autres lieux, que des auteurs toulousains ont noué le fil entre l'université du XVIe siècle et celle du XIXe et XXe siècle. Ils ont contribué à renforcer sa stature juridique et à construire sa dimension patrimoniale dans une histoire contemporaine de l'institution universitaire. Ces acteurs locaux sont les artisans d'une fabrique d'un grand juriste. Ils s'appuient sur des pierres d'angle pour la construction d'un récit qui s'établit autour de représentations d'une figure du droit. Les artisans de la fabrique d'un grand juriste. Outre le mérite propre à Cujas et à son œuvre, contribuant à sa renommée, divers acteurs au cours des siècles suivants jouent un rôle plus ou moins direct dans la fabrique et la valorisation d'une image partagée et diffusée. Des écrits hors les murs de l'université s'y emploient. Des voix au sein de l'alma mater renforcent les liens au sein de la communauté des juristes toulousains. À considérer la situation de Toulouse, ou à Toulouse depuis le XVIIIe siècle, l'évocation de Cujas émane tant de pouvoirs politiques locaux que d'académies savantes pour l'individualiser parmi d'autres. L'importance de Cujas est tout d'abord soulignée par Nicolas de Lamoignon de Baville, intendant du Languedoc de 1685 à 1718, dans les mémoires pour servir à l'histoire du Languedoc. Ces mémoires sont rédigées en 1697-1698 et ils circulent dans différents cercles avant d'être publiés à titre posthume en 1734. Sa présentation de l'histoire de l'Université de Toulouse distingue en particulier la place occupée alors par le jurisconsulte. Il est dissocié des auteurs fameux, civilistes, en ce qu'il tient
nous dit Baville, le premier rang et qu'il le qualifie de trésor. Semblables qualificatifs ne sont pas employés pour les autres juristes, considérés comme simplement, je cite, illustres, tant toulousains que montpelliérains. Cette singularité de Cujas tient aussi à son inscription dans l'espace urbain. Elle prend de première forme tant dans le lieu du pouvoir municipal, au Capitole, que dans la ville. Ainsi, Cujas entre à la maison commune. En 1771, l'abbé Héliot évoque l'existence depuis 1674 du buste du jurisconsulte dans la salle des illustres. Il est accompagné d'une inscription qui a disparu au moment de la Révolution, et à la fin du XIXe siècle, le réaménagement du bâtiment modifie l'ancienne salle. Cujas se trouve désormais dans la salle Henri Martin, aux côtés des bustes du sculpteur et architecte Nicolas Bachelier, du mathématicien Pierre de Fermat, du jurisconsulte Guillaume Marant et de l'historien Guillaume Cattel. Une distinction du lieu de naissance de Cujas est voulue par l'abbé Héliot, proposant que la maison de Cujas, après restauration, porte une inscription spécifique. En état de ruine, elle l'est toujours, elle n'en demeure pas moins un lieu où la présence du jurisconsulte est signalée par la démarche odonymique du début du XIXe siècle. Les noms révolutionnaires sont remplacés par une décision de la ville du 15 avril 1806. Cujas a sa rue, mais sa plaque commémorative, posée plus tard, ne correspond pas au bon numéro. Son inscription dans l'espace urbain se matérialise également au cours du siècle par une première statue en bronze et de son inauguration officielle par les autorités municipales, place de la Monnaie, face à la cour d'honneur de la cour d'appel, le 8 décembre 1850. Telle l'érection de la statue des bourgeois de Calais par Rodin à la demande du maire au maire de Wavrin, entre 1884 et 1894, l'histoire mouvementée du choix de la statue de Cujas mérite aussi d'être rappelée. En effet, le statuaire Achille Valois, ayant d'abord reçu commande en 1828 pour la commémoration de la campagne d'Espagne de 1823 pour rétablir Ferdinand VII sur le trône, doit s'atteler à un nouveau travail sous la monarchie de Juillet. La ville, en effet, pensant un temps avant de se raviser, a lui confié une statue de Clémence Isor. Puis, au terme d'une transaction entre les deux parties, il fut décidé fin 1834 par le conseil municipal de préférer Cujas à Fermat. Ce fut donc en dernier recours que les édiles municipaux puisent dans l'histoire passée. Osman Benej rend compte de cette inauguration à la revue de législation et de jurisprudence en 1851. Il souhaite donner davantage d'éclat à une célébration dont, je cite, « la solennité avait un caractère exclusivement municipal ». Fondue sous le régime de Vichy en 1942, une réplique de cette statue en pierre est installée avant qu'une réalisation en résine bronze la remplace en 1990 et elle a été restaurée et prend place désormais depuis 2019 sur la place du Salin, ainsi réaménagée. Cet honneur rendu par la ville à Cujas tient également aux distinctions par les académies savantes toulousaines. Voici l'Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres, établie en 1746, qui fait paraître en 1782 le premier volume des mémoires. Il renferme un éloge à l'abbé Héliot et la publication d'un de ses articles. Le secrétaire perpétuel rappelle alors le travail de célébration patriotique par l'ecclésiastique des, je cite, « grands hommes à qui cette ville a donné le jour ». Avant Cujas, l'abbé a porté attention à Jean de Boissonnet. Avec Cujas, il souhaite ainsi, je cite toujours, « rendre à Toulouse la gloire qu'on a voulu lui ravir ». Voilà encore l'Académie de législation de Toulouse. Peu après sa fondation, en 1851, elle décide la création de la fête de Cujas, sous l'action, à l'initiative d'Osman Benej. La séance du 2 mai 1855 décide que soit ainsi nommée la séance publique annuelle de cette académie. Il s'agit alors de faire éclore des travaux juridiques importants, de les récompenser, d'en assurer la publication. Notons que parmi les différents mémoires primés par l'Académie, aucun n'est consacré directement à Cujas. L'un d'eux, en 1885, s'intéresse à Jacques Berriat-Saint-Prix, malgré tout. La première séance de l'Académie est alors l'occasion pour Firmin Laferrière d'évoquer, je cite, un grand homme,
inséparable de ses disciples. L'inspecteur général flatte ainsi l'Académie en la présentant comme le congrès juridique de la France et de l'Europe. La Ferrière exprime ainsi la parole d'une communauté de juristes. Et des voix au sein de l'Alma Mater se font ainsi entendre. Les juristes à Toulouse, en particulier les doyens de la faculté de droit, se réapproprient et exaltent la figure de Cujas au XIXe et XXe siècle. Ils le font tout d'abord au moment de l'ouverture de l'école de droit, puis au cours de la seconde moitié du XIXe siècle pour affirmer un provincialisme, un patriotisme local. Un premier temps correspond à la refondation des études de droit à Toulouse. Elle dispose d'une école comme 9 autres villes, en vertu de la loi du 22 Ventose en 12 et du décret du 4e jour complémentaire. Et entre 1806 et 1808, le nombre d'étudiants passe alors de 186 à 284. L'école de droit est dirigée par Alexandre-Auguste Jam. Cet ancien avocat, professeur de droit, prononce un discours le jour de la rentrée de l'école et de l'inauguration du bâtiment de l'ancienne université, en 1807. Il défend l'institution, je le cite, l'institution qui est accusée publiquement de s'être couverte de honte en préférant Forcadell à Cujas. Il s'inscrit en faux face à l'avocat, Parlement de Paris, papyr-maçon, XVIe siècle, et il souhaite ainsi, je le cite, arrêter le cours de l'erreur. Jam propose alors de placer dans la grande salle, autour d'une statue de l'empereur, sur une tribune, un buste pour les grands hommes, et l'un d'eux est ainsi prévu pour Cujas. Son évocation au cours du XIXe siècle participe, me semble-t-il, à l'affirmation d'une faculté de droit de la province et à sa mue en faculté de droit de province à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Frédéric Audren a proposé une grille de lecture suggestive, plus générale, qui permet de considérer cet exemple toulousain. Le discours des auteurs depuis le XVIIIe siècle présente Cujas en lien avec l'idée d'un patriotisme local, dans l'éloge de l'abbé Elliot et par le prélat lui-même parlant de sa patrie. Et en raison de son rayonnement hors de la faculté, les juristes de la seconde moitié du XIXe siècle reprennent et dépassent cette approche provincialiste. Avec leurs illustres prédécesseurs, il y a là un élément favorable à la construction d'une identité, d'une autorité de la faculté et de son corps enseignant dans un espace plus large, ainsi uni à cette figure tutélaire. C'est un des éléments pour tenter de réduire l'asymétrie entre Paris, et se singulariser d'autres facultés de la province. À défaut d'être, semble-t-il, un élément central de l'affirmation d'une identité doctrinale et scientifique spécifique à la faculté, le récit autour de Cujas établit un pont entre le local et le national. Ainsi, en 1855, La Ferrière évoque une pensée vraiment nationale. Mieux même, il place Toulouse sur une carte européenne de l'enseignement du droit. Bénèche mentionne devant l'Académie de législation que Cujas, je le cite, n'est pourtant pas le partage exclusif de Toulouse, ni celui de la France, qu'il illumina par plus de 40 ans d'un professorat sans rival, mais bien le patrimoine de tous les pays civilisés. Après la Première Guerre mondiale, un autre doyen, Maurice Oriou, propose d'attribuer des noms aux différentes salles de cours de la faculté. Cujas prend alors place aux côtés de personnages nationaux et de juristes locaux, aux côtés de Saint-Louis, Raymond VII, Potier, Dumoulin, Domat, Turgot, Baudin, Furgol, Delourme, Brissot, Bonfils, Bedan, Chauveau et Garrigou. Il s'agit alors là de l'ancrer dans un récit collectif. C'est un temps d'affirmation de la position d'une institution, la faculté désormais de province, entrée en concurrence avec d'autres. Cette évolution s'appuie sur une opération commencée depuis plusieurs années de déconstruction et de reconstruction d'un récit de la relation entre Cujas et Toulouse. L'histoire de Cujas avec Toulouse est contée par différents auteurs, partisans et critiques de l'université toulousaine depuis plusieurs siècles. La dispute académique tire son origine de l'élection d'un nouveau titulaire dans une chaire de droit civil. Un double mouvement opère. L'accusation portée de ne pas avoir recruté Cujas est combattue pour donner à voir une nouvelle image de l'université et pour renforcer la place de Cujas au sein de l'histoire de l'institution toulousaine.
il y a là deux pierres d'angle dans la fabrique d'une sorte de geste cujassienne. Donner à voir une nouvelle image de l'université. D'Héliot à La Ferrière, de Bénèche à De Clareuil, de Molinier à Deloum, les auteurs reviennent sur le péché originel pour exonérer d'une faute les Toulousains. Ce plaidoyer en défense prend la tournure d'un feuilleton Cujas avec deux protagonistes, le Toulousain Bénèche d'une part et le Parisien Berrière-Saint-Prix d'autre part. L'affaire Cujas se noue entre le printemps 1553, moment de la résignation de la troisième chaire de droit civil par Courbet-Fabry, en faveur de Cujas, et octobre 1554, où il occupe un poste de docteur régent à l'université de Cahors. Sans revenir sur les différents éléments de cette période, elle va nourrir, cette affaire, au cours des siècles suivants, l'idée que Cujas a été refusé par l'université et qu'elle lui a préféré Étienne Forcadell, qu'elle a ainsi commis une erreur, voire qu'elle porte la responsabilité d'une faute. Déjà, l'intendant Lamoignon de Baville évoque, je cite, « la honteuse tâche d'avoir peu connu ce trésor qu'elle possédait et d'avoir même contribué à le faire sortir de son pays pour s'établir à Bourges. » Eliot dénonce la transmission depuis le milieu du XVIe siècle de cette fausse idée. Pour lui, la réputation de Toulouse doit alors être défendue. Il mobilise les sources de l'université toulousaine et du Parlement des années 1553-1556. Il trouve alors en Jean Bodin le véritable auteur de ces bruits injurieux, selon les mots d'Héliot. Deloum reprend cette idée plus d'un siècle plus tard. Et un nouvel épisode, vous le connaissez bien, je ne vais pas insister sur ce point, un nouvel épisode de l'affaire tient à la controverse entre le professeur toulousain et le professeur parisien, entre Bénèche et Berrière-Saint-Prix. Celui-ci s'intéresse depuis 1820 à la généalogie de l'opposition entre, d'une part, les tenants d'un rejet de Cujas par le mauvais génie des Toulousains, défendu par Papier Masson, qu'il reprend lui aussi, et d'autre part, les défenseur de l'absence de faute de l'université toulousaine. Ces derniers considèrent qu'elle n'a pas eu à choisir entre Cujas et Forcadell, et Karl von Savigny cherche également en 1821 à débrouiller cette affaire de Toulouse. 20 ans plus tard, en 1842, Bénèche souhaite redorer l'image de l'université en considérant que Cujas n'a pas échoué dans sa ville natale. Plus encore, que l'université ne doit pas porter la responsabilité de son départ à Cahors. Il s'agit ainsi de laver l'honneur de la cité et de lutter contre, je le cite, les ennemis de notre gloire. Une vive polémique naît ainsi entre les deux hommes. Le premier entre dans une lutte, corps à corps, avec son homologue parisien, présenté comme, je le cite, un vétéran de la milice enseignante. Trois arguments sont alors avancés par le Toulousain. L'insuffisance des gages proposés par la ville en raison du contexte économique difficile, la non-participation de Cujas au concours de la chaire de droit civil et l'impossibilité de Cujas de demeurer dans une des villes les plus ligueuses du royaume. Deloum résume alors la nouvelle doxa en 1900, je le cite, « Cujas n'a pas été évincé, car il n'a pas concouru. Il ne fut ni repoussé, ni jugé. » Ces échanges entre les deux jurisconsultes sont vifs au cours de l'année 1842. Et la position de Bénèche est relayée par l'inspecteur général Laferrière à l'occasion de son discours à la séance solennelle des facultés en 1855. Il salue en particulier le travail de Bénèche en faveur de la réhabilitation de, je le cite, « la patrie contre le jugement erroné de l'histoire ». La même année, le professeur toulousain de droit criminel, Victor Molinier, fait état d'une lettre de Savigny à Bénèche. Il salue alors son énergique et vigoureux plaidoyer pour lequel il a repoussé les anciennes accusations portées contre l'université au sujet de Cujas. Il a trouvé que Bénèche n'a laissé alors aucun doute sur cette question assez compliquée en elle-même. Mais dans cette affaire Cujas, c'est moins l'histoire d'un parcours académique que l'image renvoyée de la ville et de l'université qui est en jeu aux yeux des acteurs locaux. À leur rôle ainsi revu et corrigé s'ajoute de la part des juristes toulousains l'importance de la place qu'occupe Cujas dans l'histoire de l'institution. Cujas prend ainsi place dans le temps et dans l'espace de la faculté de droit. Une chaîne des temps universitaires est ainsi établie. Sous différentes formes, discours, écrits commémoratifs, dessins, Cujas est présenté dans une généalogie des enseignants toulousains à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il est aussi, hier comme aujourd'hui, identifié à des espaces particuliers. Le doyen Deloum
rédige en effet un historique de la faculté de droit. Cet aperçu a été demandé pour figurer comme document à la section de l'enseignement supérieur de l'exposition universelle de 1900. Il a déjà confectionné, 10 ans plus tôt, un tableau du personnel de la faculté de droit de Toulouse. Deloum l'a présenté comme trop hâtif, un travail de circonstance, exposé pour la fête du centenaire de l'université de Montpellier, fête du centenaire de l'université de Montpellier, mais de provisoire, ce tableau est devenu définitif, avec un certain nombre d'erreurs. À cette dimension temporelle s'ajoute une spatialisation de cette évocation de Cujas. En effet, ce tableau du personnel a été un temps placé dans la salle des thèses, pendant les années 1960, au-dessous du portrait du doyen Deloum. Il est désormais au pied de l'escalier de la bibliothèque Garrigou, dans la partie des anciennes facultés de droit et des lettres. Il fait état de Forcadell, précisant qu'il a été nommé au concours au commencement duquel Cujas avait pris part. L'intégration de Cujas au sein de la communauté des enseignants toulousains et l'importance de sa place sont révélées notamment par l'insertion de son portrait au centre de l'affiche. Ce portrait, quelque peu austère, est aujourd'hui présent dans le bureau du doyen de la faculté de droit. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il a trouvé sa place ou trouve sa place en relation avec le doctorat, le lieu où était présenté le doctorat, une bibliothèque, et en lien aujourd'hui avec la représentation de l'institution facultaire. Cette place de Cujas dans l'imaginaire collectif apparaît aussi dans un dessin représentant une caricature d'un groupe de 16 professeurs toulousains réunis autour du doyen Maurice Oriou. Ce dessin, que vous retrouverez dans l'exposition virtuelle, je ne l'ai pas mis volontairement là pour que vous alliez voir l'exposition virtuelle, ce dessin, réalisé entre 1908 et 1909, place Cujas en arrière-plan. Il est représenté par sa statue. Cette présence, ainsi que le lien entre un corps enseignant et leurs étudiants, témoignent de la place de Cujas dans un récit moins officiel ici. Somme toute isolée, cette évocation plus profane traduit une appropriation de cette figure du droit et révèle un des enjeux, ici mémoriels, dans la fabrique d'un grand juriste. Les représentations bâties autour d'une figure du droit. Pour nos contemporains, la faculté de droit de Toulouse est identifiée généralement à 3 figures de juristes. Pour le XXe siècle, les références à Maurice Oriou et à Gabriel Marty, un publiciste, un civiliste, sont imposantes et sont venues s'ajouter à celles de Cujas, celle d'Oriou ayant aujourd'hui tendance même à écraser les deux autres. Leur empreinte dans la mémoire collective universitaire est plus profonde. Certes, ils sont distingués par un prix de thèse décerné depuis 2012, mais ils sont surtout reconnus et célébrés pour le capital juridique qu'ils représentent et leur transmission d'un héritage scientifique. Ils sont également perçus et évoqués de plus en plus comme un sujet mémoriel devenu également un objet patrimonial. Les différents auteurs considère Cujas à partir de l'acquisition d'un savoir juridique, là où il a commencé à enseigner et par sa contribution à la formation d'une méthode scientifique. C'est tout d'abord le lieu de formation du jeune Cujas qui est distingué. Il est l'un des titulaires des 3 chaires de droit civil, auxquelles s'ajoutent 3 chaires pour le droit canon. Paul-Frédéric Girard a évoqué la faiblesse des liens intellectuels de l'étudiant avec certains de ses professeurs. Il a davantage été marqué par Corbeyran-Fabry, l'enseignement aussi, bien évidemment, de son maître Arnaud Duferrier, tout aussi important, avec qui il partage le goût des études littéraires. Toulouse est alors un lieu et est présenté comme un lieu de formation et de rencontre, par exemple avec le Bordelais Arnaud de Ferron, commentateur de la coutume de Bordeaux en 1536, ou encore Antoine de Govea, jurisconsulte et philologue portugais. Ces évocations des premières expériences d'enseignement de Cujas à Toulouse insistent sur le début d'une reconnaissance locale. Au XIXe et XXe siècle, le souvenir du cours libre d'institut, en réalité des règles d'Ulpien, dispensé par ce jeune albardier pendant 7 années, 1547 à 1554, eh bien, ces éléments permettent de l'intégrer dans un temps long de l'enseignement juridique à Toulouse. Aux auditeurs de ce cours, notamment Pasquier, Loisel, s'ajoutent des leçons privées pour les enfants de la famille Dufort, par exemple. Son succès est connu et reconnu. Et devenu docteur dans cette ville, sa formation toulousaine s'interrompt. C'est alors l'importance et l'influence de son apport scientifique
qui permettent de dépasser la dimension locale en reliant les années de formation pédagogique à l'héritage scientifique d'une école de Cujas. Et cette relation, elle est évoquée par Girard notamment, dans la conclusion de son étude en 1916. Je le cite, « L'idée de cette méthode incomparable, qui conduit pour ainsi dire mécaniquement à ramener les textes à leur portée première, en rétablissant le plan des ouvrages, desquels ils ont été extraits par les compilateurs, remonte dans l'esprit de Cujas aux premières années où il enseignait les instituts à Toulouse. » Des précisions plus savantes que les miennes viendront apporter des éclairages aussi sur l'humanisme juridique et l'histoire de la pensée juridique avec Géraldine Casals, notamment demain après-midi. Mais qu'est-ce qu'alors que cette école ? Comment les auteurs toulousains la présentent-ils ? Il y a lieu de s'intéresser à qui en mobilise l'existence et quelles en sont les caractéristiques. Derrière la question de la formation d'une école en droit, divers enjeux existent quant à sa place dans un environnement scientifique, son identité, sa construction rétrospective, sa dynamique dans le temps. En effet, Bénèche l'évoque en 1851. 4 ans plus tard, devant l'Académie de législation, la Ferrière l'a définie et en présente l'héritage contemporain par son rayonnement européen. Elle correspond, nous dit-il, à l'enseignement du droit fondé sur les textes, éclairé par l'histoire et les lettres, et constamment soutenu par l'exégèse la plus savante, unie à la synthèse la plus lumineuse. 3 éléments alors caractérisent cette école pour la Ferrière. La plénitude de la science du droit romain, le développement historique et théorique du droit français et coutumier, l'alliance du droit et des lettres. L'école est alors caractérisée par l'existence de disciples et du lien noué notamment avec Pierre Pitou. Et les célébrations des 700e et 750e anniversaires de l'université toulousaine sont autant de témoignages louant la science du jurisconsulte que celle d'un espace savant. En 1929, Joseph de Clareuil ne met ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Mais comment oublier les leçons données cette année durant par Cujas lui-même à la jeune cohorte de l'humanisme français? Et comment ici furent écrits les commentaires des instituts, les notes sur les règles d'Ulpien, composer les premiers livres des Observationes, dresser le plan de reconstitution des ouvrages des Prudents? Ne suffit-il pas à la gloire de Toulouse qu'ayant, avec Jacques de Ruvigny, inauguré les méthodes hardies et fécondes des post-glossateurs, elle ait, avec Cujas, décidé de l'avenir de l'école historique? Et en 1979, on loue encore le rénovateur des études du droit romain. Ces commémorations de la création de l'université traduisent son importance dans la mémoire collective et sa dimension désormais patrimoniale qu'il a pu acquérir. Placé ainsi dans le panthéon des grands juristes toulousains, d'ailleurs, Cujas est honoré pour son savoir, sa méthode et son autorité juridique. Il devient de plus en plus aussi une référence culturelle. Figure mémorielle, il est célébré en 1929 au sein de l'université toulousaine. Elle est un lieu de mémoire cujasienne. Le livre d'or du 700e anniversaire rassemble alors les adresses remises ou envoyées par 106 institutions étrangères et 37 établissements français. Plusieurs d'entre elles témoignent, évoquent l'importance particulière de Cujas parmi les juristes toulousains. Cette mémoire du jurisconsulte a également été évoquée par le portrait physique et moral qu'en dresse de lui Bénèche au milieu du XIXe siècle. Présenté, on connaît les expressions, de Papinien des temps modernes ou de Papinien français. Il est le sujet de différentes représentations picturales. Elles donnent à voir, le plus souvent, un visage, me semble-t-il, assez austère. Derrière l'immutabilité des traits du portrait, différentes figures sont convoquées. Cujas étudiant, Cujas jeune enseignant, Cujas toulousain, Cujas hors de Toulouse. Et ces diverses figures traduisent l'importance de l'homme illustre, un modèle qui rejaillit sur l'institution universitaire. Elles nous en disent autant sur celui qui est représenté que ceux qui le regardent au sein du milieu académique et à l'extérieur. Et 3 représentations complémentaires se mêlent. Il s'agit de rendre visible par diverses manifestations pour signifier encore une présence au XIXe et XXe siècle. C'est ensuite donner à voir une activité sociale liée à l'enseignement d'un représentant éminent de la science juridique. Ce sont enfin des liens culturels partagés entre la personne figurée et d'autres acteurs.
Elle devient, cette figure, ainsi une forme de médiation patrimoniale. Et au XIXe et XXe siècle, un mouvement de réification, de réappropriation est ainsi à l'œuvre. On peut en donner quelques exemples. Voici les médailles à l'effigie du grand juriste. La première date de 1821 dans la collection de la Galerie métallique des grands hommes français. La deuxième est de l'Académie de législation, prix du ministère de l'Instruction publique et des cultes à Toulouse en 1855. Une troisième est la médaille de bronze de la Caisse des dépôts français, des dépôts au notariat français en 1975. La référence à ses premiers enseignements toulousains est évoquée par l'attribution de son nom au grand amphithéâtre des anciennes facultés à Toulouse. Cet amphithéâtre est inauguré en 1934, mais ce n'est qu'en 1979 que la décision est prise par le conseil de l'université d'y associer le nom de Cujas. Elle est remise en cause un an plus tard, au prétexte qu'il n'a pas occupé de chaire à Toulouse. Une plaque est finalement posée en 1992 en son honneur. Voilà enfin, de manière beaucoup plus anecdotique et somme toute assez révélatrice, l'utilisation de Cujas sur un site d'agence immobilière. Il est présenté comme, je cite, l'une des personnes emblématiques de Toulouse, aux côtés de Pierre de Fermat, Paul Sabatier, Jean Jaurès, Germaine Chomel et Claude Nougaro. Il est en quelque sorte, vous permettrez l'expression, vous m'excuserez l'expression, une valeur sûre, pouvant susciter la confiance. C'est là, désormais, un lointain souvenir de l'œuvre du juriste en lui-même. Alors, existe-t-il une spécificité toulousaine dans la fabrique d'un grand juriste? L'étude est la comparaison du rapport historique entre d'autres villes et leurs grands hommes. Il ne manquerait sans doute pas d'établir quelques similitudes avec le mouvement observé à Toulouse, même si l'affaire Cujas le singularise. Cujas devrait aussi être envisagé dans la construction d'une histoire en partage, certes de sa place en d'autres lieux, mais aussi de la perception du récit de son histoire à Toulouse dans ses autres espaces. L'évocation et la référence à Cujas à partir de la seconde moitié du XIXe siècle ne permettrait-elle pas de le considérer comme faisant partie de, et je paraphrase volontairement une expression, de l'élite juriste? Nathalie Heinrich avait parlé de l'élite artiste pour la fin du XIXe et début XXe siècle, un possible idéal type auquel alors s'identifieraient les professeurs de droit toulousains de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, ainsi juchés sur les épaules d'un géant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très riche présentation de la spécificité toulousaine de Cujas, qui a été remarquable pour les documents que vous nous avez présentés, mais aussi pour votre effort de comprendre cette histoire spécifique dans la construction du juriste, c'est-à-dire comment est-ce que cet ensemble de spécificités font une unité ou des facettes qui ne communiquent pas. Je pense aussi à un des enjeux de ce colloque, de voir comment même la multiplication locale de Cujas peut arriver à former une figure unitaire. Donc, je pense qu'il y aura des questions et je propose de donner la parole à nos collègues et auditeurs ici présents.